Mes chers amis, certaines lois, derrière une apparence technique, annoncent pourtant de profonds bouleversements. Ce fut le cas dans une relative indifférence. Le 2 avril dernier, l'Assemblée nationale a voté une mesure qui pourrait bien reconfigurer le pacte implicite entre la République et ses soignants, porté par le député socialiste Guillaume Garot et co-signé par une coalition transpartisane. La proposition entend encadrer l'installation des médecins libéraux au nom d'une lutte déclarée contre les déserts médicaux. Dans les zones dites surdotées, nul ne pourra désormais s'installer sans le départ préalable d'un confrère ou d'une consoeur ou avec l'accord de l'Agence régionale de santé. Une règle due un partant en arrivant appliquée à une profession déjà mise à rude épreuve. C'est là précisément que le bât blesse. Car cette disposition, si elle prétend rétablir une forme d'équité territoriale, entame surtout un principe fondateur de la médecine libérale, la liberté d'installation. Ce n'est pas un détail, depuis la libération, cette liberté n'était pas seulement un droit, elle était la reconnaissance d'un statut, celui d'un professionnel responsable, autonome et engagé. La remettre en cause aujourd'hui, c'est substituer au dialogue d'une logique administrative, comme si l'on pouvait corriger à la truelle des décennies d'erreurs de pilotage. Cette liberté d'installation n'est pas tombée du ciel, elle s'enracine dans une tradition juridique et républicaine. Déjà au XIXe siècle, l'État, plutôt que de diriger, avait choisi de déléguer au corps médical la structuration du système de soins, instituant par là une série de libertés professionnelles, dont celle essentielle de s'installer librement. Après la Seconde Guerre mondiale, alors que la France relevait la tête, l'ordonnance du 24 septembre 1945 rétablissait l'ordre des médecins dissous sous Vichy et réorganisait l'exercice médical dans un esprit de responsabilité et d'indépendance. C'est dans ce cadre qu'est affirmée la liberté d'installation, consacrée notamment par un article de loi du Code de la sécurité sociale. Elle n'a jamais été une faveur, mais un pilier garant de l'autonomie des médecins, de leur responsabilité individuelle et, in fine, de la qualité des soins. Et quelle erreur, mes amis, le numerus clausus, mis en place dès 1971, qui aura durablement bridé la formation de nouvelles générations de médecins sous couvert d'éviter une prétendue inflation de l'offre. En résulte des cohortes insuffisantes, un maillage territorial qui s'effiloche et des années d'atermoiement pendant que la pyramide des âges s'effondrait. On brida hier, on contraint aujourd'hui, voilà la réponse. La réaction de la profession ne s'est pas fait attendre. Une grève intersyndicale a été annoncée à partir du 28 avril et une journée de mobilisation nationale aura lieu le 29 avril. Médecins installés, internes, étudiants, tous dénoncent une mesure inefficace, injuste et potentiellement contre-productive. Pourtant, certains esprits prompts à la sentence ont cru bon de donner des leçons depuis leurs écrans. L'un d'eux, dans une vidéo virale, s'exclame avec une morgue mal déguisée, je cite, 10 ans d'études pour refuser la Creuse et de poursuivre, dites-le que vous méprisez les pauvres. On croit rêver. Comme s'il suffisait de pointer un coin de carte pour balayer les réalités humaines, professionnelles, familiales qui fondent un choix de carrière. Il faut être bien éloigné des contingences du terrain pour proférer de tels jugements péremptoires et surtout bien ignorant de la condition réelle des médecins français. Car enfin, soyons sérieux. Exercer la médecine générale aujourd'hui, ce n'est ni rouler carrosse, ni vivre en grand seigneur, 10 années d'études, un internat rallongé, des gardes nocturnes à répétition, des responsabilités sans filet, et à l'arrivée un revenu souvent modeste au regard des sacrifices consentis. En début de carrière, un généraliste perçoit en moyenne autour de 3 000 €. C'est honnête, certes, mais est-ce extravagant pour quelqu'un qui prend 20 à 30 40, 50 décisions médicales par jour, souvent seul, parfois dans l'urgence? À vous de me dire. En comparaison, un interne allemand perçoit près de 4 000 €. Un généraliste au Royaume-Uni, dans certaines régions, touche une rémunération doublée pour s'installer là où l'on manque cruellement de bras. Le Canada, l'Australie, les Pays-Bas multiplient les incitations, salariés attractifs, logements de fonction, allègements fiscaux, aide à la famille. En France, on préfère faire la leçon. Ce qui fatigue les médecins, ce n'est pas la campagne, c'est l'isolement. C'est l'absence de remplaçants, ce sont les gardes épuisantes et la pression constante.
Ce sont les communes où il n'y a plus d'école pour les enfants, pas de poste pour le conjoint, aucun soutien médical à moins de 50 km. Ce qu'ils demandent, donc, ce n'est pas un privilège, c'est un cadre de vie. On n'attire pas de vocation avec des menaces. On ne réforme pas une profession à coups de trick, mais en lui redonnant de l'élan. Car, faut-il le rappeler, la crise actuelle n'est pas seulement celle d'un territoire mal desservi, c'est aussi celle d'une profession fatiguée, malmenée, souvent en souffrance. Nous parlons peu de cela, mais l'Observatoire national de la qualité de vie des soignants rappelait récemment que plus de 60% des médecins ont connu un épisode d'épuisement au cours des dernières années. Souvenons-nous notamment du Covid, et en France, un interne se suicide tous les 18 jours. Nous parlons beaucoup de santé mentale, peu pour les médecins. Ce n'est pas une statistique, mes amis, c'est un drame répété et trop souvent passé sous silence. Alors que veut-on exactement? Plus de médecins? Très bien. Mais encore faudrait-il commencer par ne pas écœurer ceux qui se forment encore. Ces chiffres ne sont pas des anecdotes, ils disent une réalité. Et cette réalité, selon moi, elle commande un peu plus de respect, un peu moins de condescendance. Ce débat, au fond, oppose deux visions de la société. D'un côté, une approche autoritaire, technocratique, centralisée. De l'autre, un appel à la coopération, à la co-construction, à la confiance. Il y a ceux qui pensent qu'on réforme à coups de décret et ceux qui savent qu'on ne décrète ni la vocation ni la résilience. La médecine de proximité est un trésor national, mais ce trésor, pour survivre, doit être entretenu. Les médecins ne demandent pas d'être cajolés, ils demandent le strict minimum d'être écoutés. Non comme des variables d'ajustement, mais comme des partenaires. Et si la République veut les envoyer là où elle en a besoin, qu'elle commence par leur en donner l'envie, les moyens et surtout la reconnaissance. Car à la fin, ce n'est pas seulement une affaire de médecins, c'est une affaire de patients, de citoyens, de cohésion nationale. Si nous échouons à rétablir ce lien, si nous préférons la contrainte à la confiance, alors nous courons le risque de voir s'effondrer l'un des derniers piliers vivants de notre modèle social.